Le 11 mars 1997. Il est 10h06 du matin, heure normale du Japon. À l'intérieur d'une installation en béton située à Tokaimura, dans la préfecture d'Ibaraki, une flamme de 2 mètres jaillit d'un fût fraîchement rempli. L'installation de démonstration de bituminisation. Un lieu conçu pour mélanger du bitume fondu avec des déchets radioactifs de faible activité et les sceller dans des conteneurs en acier. Une opération de routine, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. La flamme jaillit d'un fût de 180 litres dans la salle de remplissage R152. Une fumée noire commence à envahir la cellule. Un opérateur la remarque. Il actionne le système d'arrosage d'urgence. Mais c'est là que la première faille apparaît. Le système est conçu pour arroser pendant au moins 8 minutes. C'est la norme dans l'industrie. Un protocole éprouvé. À 10h12, l'opérateur active le système. L'eau se déverse en cascade sur le fût en feu. Puis, après seulement 1 minute, il l'arrête. Il pense que le feu est éteint. Ce n'est pas le cas. Les flammes ont peut-être disparu. Mais sous la surface, à l'intérieur du fût, quelque chose de bien plus dangereux est en train de se produire. Les déchets contenus dans le fût contiennent des sels de nitrate et de nitrite. Des oxydants chimiques, mélangés à du bitume chaud à des températures avoisinant les 150 degrés. Et lorsque vous combinez des oxydants avec des matériaux inflammables à haute température, vous n'obtenez pas un feu qui s'éteint tout seul. Vous obtenez une réaction chimique qui couve et s'auto-alimente. Le tambour continue de chauffer à l'intérieur. La fumée continue de monter. À 10h20, le système de ventilation commence à tomber en panne. Un filtre se bouche avec des particules. Le registre de sortie se ferme. Les opérateurs tentent de redémarrer manuellement la fonction d'évacuation. Cela ne fonctionne pas. À 10h23, la plupart des ventilateurs s'arrêtent complètement. Seul le système de ventilation du récipient reste opérationnel. Mais cela ne suffit pas. Le bâtiment qui a été conçu pour contenir des matières radioactives se remplit désormais de gaz combustible. Sans nulle part où aller. Et le feu que tout le monde pensait éteint? Il brûle toujours, caché à l'intérieur de fûts scellés, produisant plus de gaz, plus de pression, plus de chaleur. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à liker et à vous abonner. L'installation se trouve à Tokaimura, un village situé à environ 140 km au nord de Tokyo. À la fin des années 1990, environ 34 000 personnes vivent dans ce village. Un tiers d'entre elles travaillent dans des industries liées au nucléaire. C'est une ville industrielle, construite sur la promesse de l'énergie nucléaire. Et en ce matin de mars, la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de l'installation de démonstration de bitumisation. L'usine est exploitée par la Power, Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation, connue sous son abréviation japonaise, PNC, également appelée DONEN, une organisation semi-gouvernementale responsable du cycle du combustible nucléaire au Japon. Depuis 1982, la BDF traite les déchets liquides de faible activité. Elle les mélange à du bitume chaud, dans une extrudeuse chauffée à la vapeur. Le mélange est ensuite versé dans des fûts pour se solidifier. En 1997, elle avait produit environ 30 000 fûts. Une routine, sûre, une technologie éprouvée. Sauf que le processus présente un défaut inhérent. Lorsque l'on réduit l'alimentation en déchets liquides de seulement 20%, la température du produit de l'extrudeuse augmente pendant ce que les opérateurs appellent le refroidissement naturel. C'est exactement ce qui s'est produit avant le début de l'incendie. L'alimentation a été réduite. La température a grimpé en flèche. Et le mélange entrant dans ces fûts était plus chaud qu'il n'aurait dû l'être. Assez chaud pour réagir avec les sels oxydants présents dans les déchets. L'installation était équipée de systèmes de sécurité, des pulvérisateurs d'eau pour les incendies, une ventilation pour évacuer les gaz dangereux, des équipements de surveillance, des alarmes. Mais les systèmes de sécurité ne fonctionnent que si les personnes respectent les protocoles et si les systèmes eux-mêmes sont correctement entretenus. Protocole de pulvérisation d'eau, 8 minutes minimum. Appliqué, 1 minute. Système de ventilation, conçu pour évacuer les gaz combustibles. État, défaillant, bouché, arrêté. Les alarmes de surveillance, conçues pour détecter l'augmentation de la pression et de la température. Résultat,
Soit elles n'ont pas fonctionné, soit elles ont été ignorées. Vers 10h30, le personnel évacue le bâtiment. Ils sentent de la fumée. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas que dans la cellule scellée, des gaz s'accumulent, de l'hydrogène, du méthane, du monoxyde de carbone, tous des sous-produits de la réaction du bitume qui brûle lentement, tous hautement inflammables, tous piégés dans un espace clos où la température et la pression augmentent. Pendant les 9h30 qui suivent, ce bâtiment devient une bombe, et personne ne s'en rend compte. Les responsables de l'installation pensent que l'incendie est maîtrisé. Ils pensent que les jets d'eau ont fonctionné. Ils pensent que le danger est passé. Ils se trompent sur tous les points. Car à 20h02 ce soir-là, près de 10 heures après les premières flammes, les gaz accumulés atteignent leur point d'inflammation et l'installation de démonstration de bitumisation explose. Section 2, l'explosion 20h02. 20h02, les gaz s'enflamment. L'explosion ravage les salles R152 et A235 avec une force dévastatrice. Les fenêtres sont soufflées vers l'extérieur. Les portes sont arrachées de leurs gonds et dispersées dans tout le complexe. Le mur de protection, conçu pour contenir les radiations, se fissure et se déforme. Le toit amovible se soulève et s'écroule en morceaux. Les murs intérieurs se déforment. Et pendant environ 3 heures après l'explosion, les gaz de combustion s'échappent librement du bâtiment endommagé dans l'air nocturne. Particules radioactives. Césium-137, césium-134, émetteurs alpha, des émetteurs bêta, tous transportés par la fumée et la poussière à travers la brèche. À 20h40, un point de surveillance du site enregistre une augmentation soudaine du débit de dose de rayonnement. Les aiguilles bondissent. Puis, vers 21h, elles reviennent à des niveaux de fluctuation normaux. Cette augmentation temporaire en dit long. Pendant environ 1 heure, l'installation libère des contaminants dans l'environnement environnant. Puis, cela s'arrête. Non pas parce que quelqu'un a colmaté la brèche, mais parce que la poussée initiale de gaz accumulés s'est finalement épuisée. À l'intérieur de l'installation, 37 travailleurs sont exposés. Certains ont respiré de l'air contaminé pendant l'intervention contre l'incendie. D'autres se trouvaient dans le bâtiment lorsque l'explosion s'est produite. D'autres encore ont inhalé des particules pendant l'évacuation. Ils subissent un comptage corporel complet. Des analyses de frottis nasaux. Les résultats confirment une contamination interne. Des isotopes de césium se sont logés dans leurs poumons et leurs voies nasales. À l'époque, c'est le nombre le plus élevé de travailleurs contaminés en interne lors d'un seul événement nucléaire japonais. 37 personnes. Les doses effectives engagées varient de 0,4 à 1,6 millisievert, en dessous des limites professionnelles, mais toujours mesurables, toujours réelles, toujours des radiations absorbées par les tissus humains, et cela, rien qu'à l'intérieur de la clôture. À l'extérieur, dans la préfecture environnante, l'échantillonnage de l'air commence immédiatement. L'Agence des sciences et des technologies, l'autorité de sûreté nucléaire japonaise à l'époque, mobilise des équipes de surveillance. La préfecture d'Ibaraki fait de même. Ils détectent une radioactivité dans l'air au moniteur d'échappement de l'installation. Ils la détectent localement près de la ville d'Oharai. Et à environ 50 km au sud-ouest, à Tsukuba, des chercheurs prélèvent des échantillons d'air entre le 10 et le 12 mars. Les données montrent des concentrations de radiocésium 2 fois plus élevées que les niveaux de fond, une augmentation 100 fois supérieure. Le panache de contamination s'est déplacé, il a dérivé avec les vents dominants, et elle était mesurable bien au-delà du périmètre de la centrale. C'est là que les chiffres deviennent contestés. L'estimation officielle de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE évalue les rejets à 1 à 4 gigabecquerels de nucléides émetteurs bêta, principalement du césium-137 et du césium-134, plus quelques mégabecquerels d'émetteurs alpha, 4 gigabecquerels. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ 0,047% du césium-137 libéré lors de l'accident de Tchernobyl. Tchernobyl a libéré 85 pétabecquerels. Ici, il s'agissait de 4 gigabecquerels, 8 ordres de grandeur en moins. Mais d'autres sources contestent ce chiffre. Le Centre d'information nucléaire des citoyens, un groupe de défense japonais,
a cité des estimations allant jusqu'à 10 milliards de becquerels à l'époque. 10 à la puissance 10, 10 gigabecquerels, plus du double de l'estimation maximale officielle. Par ailleurs, l'étude atmosphérique de Tsukuba suggère un rejet minimum de 60 à 600 mégabecquerels de radiocésium. Les chiffres varient selon la méthodologie utilisée, selon les hypothèses sur la dispersion du panache, selon les données de surveillance auxquelles on se fie. Mais toutes les estimations s'accordent sur un point. Des matières radioactives se sont échappées et elles se sont propagées hors du site. L'échelle internationale des événements nucléaires, INES, classe l'incident au niveau 3, un incident grave, pas un accident, pas une catastrophe majeure, mais suffisamment grave pour justifier l'attention internationale, suffisamment grave pour déclencher des enquêtes, suffisamment grave pour figurer dans les rapports pendant des décennies. Pourtant, à l'époque, aucune évacuation n'est ordonnée. Aucune alerte n'est lancée à la population pour qu'elle reste chez elle. Il n'y a pas de panique générale, les taux de dose reviennent à la normale, le panache se disperse, et la vie continue à Tokaimura. Le 26 mai 1997, plus de 2 mois après l'incendie, un groupe d'experts publie une déclaration publique. La fuite était trop faible pour menacer la santé publique. Pas de syndrome d'irradiation aiguë, pas de décès, pas d'impact mesurable sur la santé de la population environnante. Techniquement exact, mais incomplet. Car la question ne porte pas seulement sur les effets aigus. Il s'agit de confiance, il s'agit de transparence, et il s'agit de ce que l'entreprise savait quand elle l'a su et ce qu'elle a choisi de dire au public. La Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation, PNC, publie ses propres déclarations dans les jours qui suivent l'explosion. Elle décrit l'événement comme étant dû à des conditions météorologiques extrêmes, des conditions imprévisibles, un acte de la nature. Elle cite des données météorologiques montrant une forte fonte des neiges et des pluies abondantes fin janvier et début mars. Elle insiste sur le fait que le barrage répondait aux normes internationales. Elle affirme que la défaillance n'était pas le résultat d'une négligence. Mais les enquêteurs découvrent une autre version des faits. Le rapport du gouvernement roumain « Attendez, ce n'est pas la bonne catastrophe. L'enquête japonaise révèle une autre version des faits. Le système de drainage du barrage était inadéquat. Le système de ventilation était mal entretenu. Les protocoles d'intervention en cas d'incendie n'ont pas été respectés. Et surtout, l'entreprise a continué à remplir les tambours alors même que les conditions devenaient instables, même lorsque les températures ont augmenté, même lorsque des signes avant-coureurs sont apparus. Ils ont continué à faire fonctionner le processus, car l'arrêté signifiait des retards. L'arrêté signifiait une enquête. L'arrêté signifiait reconnaître que quelque chose n'allait pas. Le 13 mars, 2 jours après l'explosion, l'Agence des sciences et des technologies forme un comité d'enquête. Au cours des mois suivants, elle a tenu 30 réunions. Elle a examiné les rapports techniques. Elle a interrogé les opérateurs. Elle a analysé la séquence des défaillances. Et le 16 avril, l'agence a pris une mesure extraordinaire. Elle a déposé une plainte auprès de la police. Elle a allégué que les responsables de PNC avaient fait un faux rapport sur la séquence des événements, qu'ils avaient dissimulé des informations cruciales, qu'ils avaient induit en erreur les autorités de réglementation quant au déroulement et à la gravité de l'incident. Une semaine plus tard, le 23 avril, la police préfectorale d'Ibaraki fait une descente dans les bureaux de PNC à Tokai. Elle saisit des documents. Elle interroge les dirigeants. Elle monte un dossier. Mais au final, aucune accusation pénale n'est retenue. Les tribunaux invoquent l'absence de preuves claires que la défaillance résulte d'une négligence criminelle plutôt que de conditions naturelles imprévisibles, une zone grise juridique, une subtilité technique, et les responsables s'en tirent à bon compte. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. L'incendie n'est pas dû à la malchance, il est dû à la chimie, et au fait que les gens ne comprenaient pas ou ne respectaient pas ce avec quoi ils travaillaient. L'installation de démonstration de bitumisation utilisait un procédé qui semble simple sur le papier. Prendre des déchets radioactifs liquides de faible activité, chauffer le bitume, essentiellement de l'asphalte,
à environ 180 degrés Celsius dans une extrudeuse chauffée à la vapeur. Les mélanger, verser le mélange dans des fûts en acier, le laisser refroidir et se solidifier, le sceller, le stocker. Depuis 1982, ce procédé avait produit environ 30 000 fûts, 15 ans d'activité, des milliers de lots réussis, jusqu'au 11 mars 1997. Alors, qu'est-ce qui a changé? La composition des déchets variait d'un lot à l'autre. Certains contenaient des concentrations plus élevées de sel de nitrate et de nitrite, des oxydants chimiques utilisés dans le retraitement du combustible nucléaire usé. Lorsque ces sels entrent en contact avec du bitume chaud, ils peuvent déclencher des réactions exothermiques, des réactions qui génèrent de la chaleur, qui libèrent des gaz, qui peuvent se maintenir même après le retrait de la source de chaleur externe. Le jour de l'incendie, les opérateurs ont réduit l'alimentation en déchets liquides de 20%, une procédure standard pour certains types de déchets. Mais la réduction de l'alimentation a modifié le profil thermique à l'intérieur de l'extrudeuse. Moins de liquide signifie moins de masse thermique pour absorber la chaleur, ce qui signifie que le mélange de bitume sort de l'extrudeuse à une température plus élevée que la normale, et un matériau plus chaud, mélangé à des sels oxydants, augmente le risque de réaction spontanée. Le mélange qui a été versé dans ces fûts le 11 mars n'était pas seulement composé de déchets et de bitume. C'était une bombe à retardement chimique à combustion lente. Lorsque le premier fût a pris feu à 10h06, les opérateurs ont vu des flammes. Ils ont pulvérisé de l'eau pendant 1 minute. Les flammes ont disparu. Mais la réaction chimique à l'intérieur du fût ne s'est pas arrêtée. Elle s'est poursuivie sous la surface. Le fût était scellé. Le bitume a formé une croûte. En dessous, la réaction s'est poursuivie. Elle a continué à couver. Elle a généré du monoxyde de carbone, de l'hydrogène et du méthane. Tous ces gaz sont inflammables. Ils étaient tous piégés à l'intérieur du fût, et ils s'échappaient lentement dans la cellule environnante. Pendant ce temps, le système de ventilation qui aurait dû évacuer ces gaz était défaillant. À 10h20, un filtre s'est bouché. Le registre de sortie s'est fermé. La fonction d'évacuation s'est arrêtée. Les opérateurs ont essayé de la redémarrer manuellement, en vain. À 10h23, la plupart des ventilateurs étaient complètement à l'arrêt. Seule la ventilation du réservoir, un système de secours plus petit, restait opérationnel. Ce n'était pas suffisant. La cellule se remplissait de gaz combustible. Et personne ne se rendait compte du danger, parce que le feu était éteint, parce que les protocoles recommandaient d'évacuer et de surveiller, parce que le bâtiment était scellé, et que les bâtiments scellés sont censés être sûrs, sauf lorsqu'ils emprisonnent des gaz explosifs. L'enquête menée par l'Agence des sciences et technologies a ensuite identifié plusieurs défaillances techniques. Premièrement, un drainage inadéquat sous le bassin de résidus. La pression de l'eau s'est accumulée sous la structure sans pouvoir se dissiper. Encore une fois, une catastrophe évitable. Premièrement, un contrôle inadéquat du processus. La température de l'extrudeuse n'a pas été surveillée de près pendant la réduction de l'alimentation. Deuxièmement, une réponse inadéquate à l'incendie. La norme en matière d'arrosage exigeait au moins 8 minutes d'application continue. 1 minute n'était pas suffisante pour refroidir la réaction interne. Troisièmement, la conception du système de ventilation. Un seul filtre bouché n'aurait pas dû entraîner une défaillance totale du système d'évacuation. Mais le système manquait de redondance. Il n'y avait pas de voie de secours pour l'évacuation des gaz. Quatrièmement, la surveillance et les alarmes. Des systèmes d'alerte existaient, mais il manquait de sensibilité. L'augmentation de la pression à l'intérieur de la cellule aurait dû déclencher des alertes automatiques. Soit les capteurs ont échoué, soit les alertes ont été ignorées. Cinquièmement, défaillance organisationnelle. Les sous-traitants géraient les opérations quotidiennes. La supervision de la direction était minimale. La formation était incohérente. La culture de la sécurité était faible. L'enquête a également révélé quelque chose de plus troublant. PNC avait continué à pomper des boues dans des fûts, alors même que les niveaux d'eau étaient incorrects. PNC a continué à remplir les fûts, alors même que les conditions devenaient instables, même lorsque les températures approchèrent les seuils de sécurité. Car arrêter le processus signifiait un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt signifiait une perte de productivité.
Une perte de productivité signifiait des questions de la part de la direction. Ils ont donc continué, jusqu'à ce que l'incendie se déclare. Et même alors, ils n'ont pas suivi les protocoles qui auraient pu empêcher l'explosion. Il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle. Ce n'était pas une météo imprévisible. C'était une cascade de décisions humaines. Chacune d'entre elles était mineure. Chacune d'entre elles semblait justifiée sur le moment. Chacune d'entre elles aggravait le risque jusqu'à ce que l'échec devienne inévitable. L'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE a ensuite noté que la bituminisation à l'aide d'extrudeuses pose des défis inhérents. Vous mélangez des oxydants avec des matériaux inflammables à haute température, de petites variations dans la composition de l'alimentation ou les taux de refroidissement peuvent déclencher des réactions exothermiques. Et une fois que ces réactions ont commencé, elles sont difficiles à arrêter. L'agence a conclu que la méthode de l'extrudeuse n'était pas adaptée aux déchets, contenant des quantités importantes de nitrates et de nitrites. Les défis en matière de contrôle étaient trop importants, les risques trop élevés. Mais cette conclusion est venue après l'explosion, après que 37 travailleurs aient été contaminés, après que des matières radioactives se soient échappées dans l'environnement, une fois les dégâts causés. Car c'est ainsi que les choses fonctionnent. Les leçons viennent après la catastrophe. Les réglementations viennent après l'échec. Les améliorations en matière de sécurité viennent après que des personnes ont été blessées. Et à ce moment-là, il est trop tard pour les personnes qui se trouvaient dans ce bâtiment le 11 mars 1997. Les pompiers qui ont répondu à l'alerte initiale, les opérateurs qui pensaient avoir éteint l'incendie, les responsables qui ont décidé que le bâtiment pouvait être laissé fermé en toute sécurité, les travailleurs qui se trouvaient à l'intérieur lorsque les gaz se sont enflammés 10 heures plus tard. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient partie d'une expérience ratée. Ils ne savaient pas que le processus était fondamentalement défaillant. Ils faisaient confiance au système. Ils ont suivi les procédures qui leur avaient été enseignées, et les systèmes les ont laissés tomber. L'explosion s'est produite à 20h02. À 21h, les niveaux de radiation dans les stations de surveillance étaient revenus à la normale. La crise immédiate était terminée. Mais la crise institutionnelle ne faisait que commencer. Car PNC n'a pas immédiatement dit la vérité. Les premières déclarations publiques de l'entreprise ont décrit l'incident comme mineur, contenu, sous contrôle. Elles ont souligné que les systèmes de sécurité de l'installation avaient fonctionné comme prévu. Elles ont minimisé le rejet de radiation. Elle a assuré au public qu'il n'y avait aucun danger. Mais l'Agence des sciences et technologies, l'autorité de sûreté nucléaire japonaise, avait une vision différente de la situation. Ses propres données de surveillance montraient des rejets radioactifs. Ces inspecteurs ont constaté des dommages structurels importants. Leurs entretiens avec les travailleurs ont révélé des violations des procédures, et lorsqu'ils ont comparé la chronologie officielle de PNC avec la séquence réelle des événements, les divergences étaient impossibles à ignorer. L'incendie s'est déclaré à 10h06 du matin. Le bâtiment a été évacué vers 10h30. L'explosion s'est produite à 20h02 ce soir-là, près de 10 heures plus tard. Mais les premiers rapports de PNC aux autorités de réglementation ont compressé cette chronologie. Ils ont minimisé la durée de l'urgence. Ils ont omis des détails essentiels concernant la défaillance du système de ventilation. Ils ont omis de mentionner que les opérateurs avaient arrêté l'arrosage après seulement 1 minute. Ils n'ont pas signalé qu'ils avaient continué à remplir les fûts malgré la hausse des températures. Ce n'était pas accidentel. Il s'agissait d'une dissimulation délibérée. Et cela correspondait à un schéma récurrent. Un peu plus d'1 an auparavant, le 8 décembre 1995, une autre installation de PNC avait connu une défaillance catastrophique. Le réacteur à neutrons rapides de Monju, une fuite de sodium de refroidissement. Les responsables de PNC l'avaient initialement qualifié de mineur. Ils avaient diffusé des images vidéo éditées aux médias. Ils avaient caché des informations cruciales aux autorités de réglementation. Puis, toute la vérité a été révélée. Des dégâts considérables. Des tonnes de sodium s'étaient échappées. Une fermeture de l'installation qui allait durer des années. Et la crédibilité de PNC s'est évaporée.
Le public a appris que l'entreprise avait activement dissimulé la gravité de l'incident de Montju, qu'elle avait menti aux autorités de régulation, qu'elle avait donné la priorité à sa réputation plutôt qu'à la transparence. Ainsi, lorsque l'incendie de Tokai s'est produit 16 mois plus tard, la confiance était déjà brisée, et les tentatives de PNC pour minimiser l'incident de 1997 n'ont fait que confirmer ce que les gens soupçonnaient déjà, que l'on ne pouvait pas faire confiance à l'entreprise pour dire la vérité, que la sécurité passait après la sauvegarde de son image, que le secteur nucléaire japonais fonctionnait dans une culture du secret et du déni. Le 16 avril 1997, l'Agence des sciences et des technologies a pris une mesure sans précédent. Elle a déposé une plainte officielle auprès de la police contre les responsables de PNC. L'accusation, fausse déclaration, délibération fausse représentation du déroulement et de la gravité de l'incident du 11 mars, obstruction à la surveillance réglementaire. Une semaine plus tard, la police préfectorale d'Ibaraki a perquisitionné les bureaux de PNC à Tokai. Les enquêteurs ont saisi des documents internes, des registres d'incidents, des rapports de sécurité, des communications internes. Ils ont interrogé les directeurs de l'usine. Ils ont monté un dossier pénal. L'enquête s'est poursuivie pendant des mois. Les procureurs ont examiné les preuves. Les experts juridiques ont débattu pour savoir si les fausses déclarations constituaient une fraude pénale. Mais finalement, aucune accusation n'a été retenue. Les tribunaux ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une négligence criminelle. Les rapports falsifiés pouvaient s'expliquer par des erreurs administratives. Les omissions pouvaient être attribuées à la confusion régnant pendant une situation d'urgence. Les notifications tardives pouvaient être mises sur le compte des procédures bureaucratiques habituelles. Des zones d'ombre juridique, une dénégation plausible, et une fois de plus, personne n'a été emprisonné. Mais les conséquences politiques ont été lourdes. L'Agence des sciences et des technologies, l'organisme de réglementation qui supervisait PNC depuis des décennies, a fait l'objet d'un examen minutieux. Les critiques ont souligné que la STA avait approuvé la conception du BDF, que les inspecteurs de la STA avaient donné leur accord pour l'exploitation de l'installation, que la STA n'avait pas détecté les violations de sécurité avant l'explosion. L'agence était censée être indépendante, censée tenir les exploitants responsables, censée protéger le public. Au lieu de cela, elle était devenue trop complaisante avec l'industrie qu'elle réglementait, trop disposée à accepter les assurances de l'industrie, trop lente à enquêter sur les problèmes, trop prompte à accepter des explications qui minimisaient l'embarras. La commission d'enquête mise en place par la STA après l'incendie a tenu 30 réunions entre mars et la fin de l'année. Elle a produit des rapports techniques détaillés. Elle a identifié de multiples défaillances systémiques. Elle a recommandé des changements radicaux dans les protocoles de sécurité. Mais elle n'a pas pu changer le problème sous-jacent. L'autorité de régulation et l'exploitant étaient trop étroitement liés. Le même gouvernement qui était propriétaire de PNC était également chargé de la réglementer. Les mêmes fonctionnaires qui approuvaient les projets nucléaires étaient également chargés d'en garantir la sécurité. Il s'agissait d'un conflit d'intérêts structurel, et l'incendie de Tokai l'a révélé au grand jour. La confiance du public dans le programme nucléaire japonais, déjà ébranlé par Montju, s'est encore effondrée. Les sondages d'opinion ont montré une opposition croissante à l'énergie nucléaire. Les militants antinucléaires ont utilisé Tokai comme preuve que l'ensemble du système était défaillant. Les collectivités locales situées à proximité des installations nucléaires ont exigé une surveillance accrue, plus de transparence, plus de poids dans la planification des mesures d'urgence, car si PNC pouvait mentir au sujet d'un incendie et d'une explosion, si les régulateurs pouvaient être manipulés ou induits en erreur, si les enquêtes policières pouvaient aboutir sans que personne ne soit tenu responsable, alors quel espoir les citoyens ordinaires avaient-ils de connaître la vérité lorsque la prochaine catastrophe se produirait? Et tout le monde savait qu'il y aurait une prochaine catastrophe, car les problèmes ne se limitaient pas à Tokai. Ils étaient systémiques, ils étaient inhérents au fonctionnement de l'industrie nucléaire japonaise, aux relations entre les entreprises et les régulateurs, à la culture du secret qui privilégiait la réputation plutôt que l'honnêteté. L'incendie de Tokai est devenu un symbole, pas seulement d'une défaillance technique,
mais d'une pourriture institutionnelle, d'un système qui se protégeait lui-même plutôt que le public qu'il prétendait servir. Et dans les villages et les villes situées autour des installations nucléaires à travers le Japon, les gens regardèrent les reportages et se posaient une question simple. Si cela s'était produit à Monju et à Tokai, où cela se produirait-il ensuite? Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour avoir la réponse. 2 ans et 6 mois. C'est le temps qui s'est écoulé entre l'incendie de Tokai et le prochain incident nucléaire majeur au Japon, le 30 septembre 1999. L'usine de traitement d'uranium JCO, également à Tokai-Mura. Même village, même culture industrielle nucléaire, même tendance à prendre des raccourcis et à négliger la surveillance. Mais cette fois-ci, les conséquences ont été bien pires. 3 ouvriers mélangeaient une solution d'uranium dans des seaux. Manipulation manuelle, aucun contrôle automatisé, violation de toutes les procédures prévues. Ils ont atteint la criticité. Une réaction nucléaire en chaîne incontrôlée. 2 ouvriers ont reçu des doses mortelles de radiation. Ils sont morts en quelques mois. Un 3e a été gravement blessé. 667 personnes ont été exposées. 161 habitants ont été évacués. 310 000 personnes ont reçu l'ordre de rester chez elles. L'accident de criticité de JCO est devenu la pire catastrophe nucléaire du Japon avant Fukushima. Et il s'est produit parce que les mêmes problèmes systémiques qui avaient causé l'incendie de Tokai n'avaient jamais été résolus. Une surveillance réglementaire insuffisante, des réductions de coûts qui compromettaient la sécurité, des travailleurs soumis à la pression pour atteindre les objectifs de production, une direction qui fermait les yeux, une culture qui punissait les lanceurs d'alerte et récompensait le silence. Après JCE, le gouvernement japonais ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait d'incidents isolés. La tendance était indéniable. Le 17 décembre 1999, moins de 3 mois après JCE, la Diète a adopté la loi sur les mesures spéciales concernant la préparation aux situations d'urgence nucléaire. Elle est entrée en vigueur en juin 2000. La loi a établi des procédures d'intervention d'urgence obligatoires. Elle a défini les rôles des gouvernements nationaux et locaux en cas de catastrophe nucléaire. Elle a obligé les exploitants à mettre en place des plans d'urgence et à organiser régulièrement des exercices. Elle a créé des obligations légales en matière de divulgation d'informations. Elle a imposé la création de centres d'urgence hors site à proximité des installations nucléaires. Toutes ces mesures auraient déjà dû exister. Toutes ces leçons ont été apprises trop tard. La loi était une réponse directe à l'accident de JCE. Mais ses fondements reposaient sur les échecs de Tokai en 1997, car Tokai avait montré que les incendies dans les installations nucléaires pouvaient entraîner une contamination, que les défaillances de ventilation pouvaient transformer les bâtiments en chambres à gaz, que les entreprises mentiraient sur la gravité des incidents, que les régulateurs n'étaient pas fiables pour contrôler efficacement l'industrie. JCO a prouvé ses leçons dans le sang, et finalement, le gouvernement a été contraint d'agir. En 1998, 1 an après l'incendie, la PNC a été réorganisée. La Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation a cessé d'exister. À sa place, l'Institut japonais de développement du cycle nucléaire, JNC, un changement d'image, un nouveau nom, une nouvelle direction, la promesse d'une nouvelle culture, mais beaucoup des mêmes personnes, beaucoup des mêmes installations, beaucoup des mêmes problèmes. 7 ans plus tard, en 2005, le JNC a fusionné avec l'Institut japonais de recherche sur l'énergie atomique. Le résultat, l'Agence japonaise de l'énergie atomique. JEA, une autre consolidation, une autre tentative de réforme d'une institution qui avait perdu la confiance du public. L'usine de retraitement de Tokai, la plus grande installation dont faisait partie le BDF, a cessé toute activité après l'incendie. Le processus de bituminisation a été définitivement abandonné, jugé trop dangereux, trop imprévisible, trop sujet au type de réaction chimique qui avait provoqué l'explosion. La stratégie du Japon en matière de déchets nucléaires a dû changer. Les projets de retraitement ont été transférés à Rokasho, dans la préfecture d'Aomori, une installation gigantesque conçue pour traiter 800 tonnes de métaux lourds par an.
La construction a commencé en 1993. Elle devait entrer en service commercial en 2000, puis en 2006, puis en 2012, puis en 2018. En 2025, Rocachot n'est toujours pas pleinement opérationnel. Des décennies de retard, des milliards de dépassements budgétaires, un monument à l'écart entre les ambitions nucléaires du Japon et sa capacité à les réaliser en toute sécurité. La structure réglementaire a également évolué. Après Fukushima en 2011, l'autorité de régulation nucléaire a été créée. Le 19 septembre 2012, enfin, un régulateur indépendant. Séparé des ministères qui promouvaient l'énergie nucléaire. Doté d'un pouvoir d'exécution, mandaté pour donner la priorité à la sécurité plutôt qu'aux intérêts de l'industrie, tout ce qui aurait dû exister en 1997, tout ce qui aurait pu empêcher Tokai, tout ce qui aurait certainement changé la façon dont l'incident a été géré. Mais il a fallu 3 catastrophes majeures, Tokai, JCE et Fukushima, pour forcer ce changement. L'héritage environnemental de l'incendie de Tokai reste contesté. Les évaluations officielles affirment que la contamination a été minime, que les niveaux de césium sont revenus à la normale en quelques mois, qu'aucun effet mesurable sur la santé n'a été observé chez la population environnante. Une surveillance indépendante révèle une situation plus complexe. Du césium radioactif a été détecté jusqu'à Tsukuba, à 50 km de là. Les concentrations dans l'air sont restées élevées pendant plusieurs jours. Des échantillons de sédiments ont montré une contamination persistante par des métaux lourds dans les conduits de ventilation et les systèmes d'échappement. Le nettoyage à l'intérieur de l'installation a pris des années. Les équipements contaminés ont dû être démantelés. Les surfaces ont été décontaminées. Les déchets ont été stockés de manière appropriée. Les travailleurs chargés du nettoyage ont reçu des doses supplémentaires de rayonnement. De faibles doses, dans les limites professionnelles, mais cumulatives, ajoutées aux expositions qu'ils avaient déjà subies. Et pourquoi? Un processus qui a de toute façon été définitivement arrêté. Une installation qui n'a jamais rouvert. 15 ans d'activité produisant 30 000 fûts de déchets bitumés. Puis un incendie, une explosion, et tout était fini. Les 37 travailleurs qui ont été contaminés de manière interne en mars 1997 ont porté des isotopes de césium dans leur corps pendant des mois, certains pendant des années. Le césium-137 a une demi-vie de 30 ans. Il se désintègre lentement. Il émet des radiations au fur et à mesure de sa décomposition. Les doses étaient faibles, probablement pas assez pour provoquer un cancer, probablement pas assez pour raccourcir leur vie, probablement, mais probablement n'est pas synonyme de certainement. Et ces travailleurs savent qu'ils ont été exposés. Ils savent qu'ils ont inhalé des particules radioactives. Ils savent que chaque radiographie pulmonaire, chaque symptôme inhabituel, chaque maladie inexpliquée les fera s'interroger. Était-ce l'incendie? Était-ce le césium? Cela en valait-il la peine? Et ils savent que l'entreprise qui les a exposés n'a subi aucune conséquence pénale, que les dirigeants qui ont pris des raccourcis ont conservé leur emploi, que le système qui les a laissés tomber a continué à fonctionner jusqu'à ce que la catastrophe suivante impose un changement. C'est là le véritable héritage de Tokai, pas les becquerels libérés, pas la classification INES de niveau 3, mais le schéma qu'il a révélé, un schéma de défaillance systémique qui se répéterait jusqu'à ce que suffisamment de personnes meurent pour forcer une réforme. L'incendie de l'usine de retraitement de Tokai occupe une place inconfortable dans l'histoire du nucléaire. Il n'est pas assez catastrophique pour être mémorable comme Tchernobyl ou Fukushima. Il n'est pas assez meurtrier pour attirer l'attention dont a bénéficié JCO. Mais il est suffisamment important pour avoir changé la façon dont le Japon et le monde perçoivent la sécurité du cycle du combustible nucléaire. Niveau 3 de l'INES. Un incident grave. Cette désignation semble presque dédaigneuse. Grave, mais pas sévère. Préoccupant, mais pas catastrophique. Pourtant, pour les personnes qui l'ont vécu, cette classification passe complètement à côté de l'essentiel. Les 37 travailleurs contaminés n'ont pas vécu un incident de niveau 3. Ils ont vu des particules radioactives pénétrer dans leur corps.
Ils ont connu la peur de ne pas savoir ce que cette exposition signifierait. Pour leur santé, ils ont ressenti une trahison lorsque leur employeur a menti sur ce qui s'était passé. Les habitants de Tokai-Mura n'ont pas vu un chiffre sur une échelle. Ils ont vu des descentes de police. Ils ont vu leurs voisins, qui travaillaient à la centrale, rentrer chez eux effrayés et inquiets. Ils ont vu un nouvel échec dans un programme nucléaire qui promettait la sécurité et provoquait des accidents. L'analyse post-incident de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE a identifié des enseignements essentiels. Les incendies dans les installations du cycle du combustible nucléaire peuvent à la fois déclencher et propager la contamination. Les défaillances de ventilation peuvent créer des atmosphères explosives. Les processus chimiques impliquant des oxydants et des matériaux inflammables nécessitent des systèmes de contrôle robustes. Les protocoles d'intervention d'urgence doivent être suivis dans leur intégralité, et non partiellement. La culture organisationnelle est tout aussi importante que la conception technique. Tout cela est vrai. Tout cela est important. Tout cela est écrit dans des rapports que la plupart des gens ne liront jamais. La véritable leçon de Tokai est plus simple et plus difficile. Les systèmes conçus par les humains échoueront. Pas pourraient échouer. Échoueront. La question n'est jamais de savoir si une défaillance se produira. La question est de savoir si les personnes qui gèrent le système reconnaîtront les signes avant-coureurs, si elles donneront la priorité à la sécurité plutôt qu'à la productivité, si elles diront la vérité lorsque les choses tourneront mal, si elles apprendront avant que des personnes ne meurent. À Tokai, les opérateurs ont vu une flamme de 2 mètres et ont décidé qu'1 minute d'arrosage était suffisante. Ils ont constaté des défaillances de ventilation et ont décidé qu'une évacuation était suffisante. Ils ont constaté une augmentation des températures et ont décidé de continuer à remplir les fûts. Chaque décision était logique prise isolément. Chaque décision avait une justification. Chaque décision les a rapprochés un peu plus de la catastrophe. C'est le schéma habituel. Pas d'échec spectaculaire, pas de négligence évidente, mais de petits compromis, une érosion progressive des marges de sécurité, une lente dérive vers la catastrophe qui semble normale jusqu'au moment où elle devient irréversible. 2 ans après Tokai, les employés de JCO ont mélangé de l'uranium dans des seaux parce que l'utilisation de l'équipement approprié prenait trop de temps. 14 ans après Tokai, les dirigeants de TEPCO à Fukushima ont ignoré les évaluations des risques de tsunami parce que le renforcement des digues était coûteux, des installations différentes, des échecs différents, la même cause sous-jacente, une culture qui considère la sécurité comme une charge plutôt que comme un fondement. L'incendie de Tokai n'a fait aucune victime, mais il a révélé des failles dans le programme nucléaire japonais qui allaient finir par coûter des vies. Il a montré que les exploitants prenaient des raccourcis, que les régulateurs fermaient les yeux, que les entreprises mentaient, que les enquêtes n'aboutissaient à rien, et il a montré que rien de tout cela ne changerait tant qu'une catastrophe n'imposerait pas de réforme. JCO a provoqué cette catastrophe. 2 morts, 667 personnes exposées, 300 000 personnes confinées sur place. Puis, Fukushima l'a provoqué à nouveau, à une échelle qui ne pouvait plus être ignorée. 3 réacteurs en fusion, 160 000 évacués, un nettoyage qui prendra des décennies. Chaque catastrophe s'est appuyée sur les leçons qui auraient dû être tirées de la précédente. Chaque catastrophe a prouvé que les leçons n'avaient en fait pas été apprises. Chaque catastrophe a donné lieu à des réformes qui sont arrivées trop tard pour les personnes qui ont été touchées. Aujourd'hui, l'usine de retraitement de Tokai est à l'arrêt. L'installation de démonstration de bitumisation est mise hors service. Les 30 000 fûts de déchets bitumés produits entre 1982 et 1997 sont stockés quelque part, se décomposant lentement. Le césium qu'ils contiennent a une demi-vie de 30 ans. Cela signifie que la moitié du césium-137 qui a été scellé dans ces fûts dans les années 1980 s'y trouve toujours. Il est toujours radioactif. Il nécessite toujours une surveillance. Il reste un problème à gérer pour les générations futures. Les travailleurs qui ont été contaminés sont aujourd'hui plus âgés. Certains ont pris leur retraite. D'autres sont décédés de causes sans rapport avec leur exposition.
Certains se demandent encore ce que ces millisieverts de rayonnement signifieront à long terme. Les habitants de Tokaimura ont vécu 3 incidents nucléaires majeurs dans leur communauté, en 1997, en 1999, et l'ombre de Fukushima, à seulement 140 km de là. Ils savent de quelque chose que les gens d'autres endroits n'ont pas encore appris, que les opérations nucléaires, sûres, le sont jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, que les promesses d'une culture de sécurité solide ne valent que ce que valent ceux qui les font, que les accidents déclarés impossibles se produisent quand même, que la différence entre le niveau 3 et le niveau 7 n'est pas toujours technique. Parfois, c'est juste une question de chance. L'incendie de Tokai aurait pu être pire. Si l'explosion s'était produite pendant le quart de jour plutôt que pendant la nuit, davantage de travailleurs auraient été exposés. Si le vent avait poussé le panache vers des zones densément peuplées, davantage de personnes auraient été contaminées. Si la réaction chimique avait été plus violente, les dommages structurels auraient pu être catastrophiques. Si les fûts avaient au contenu des déchets de plus haut niveau, les rejets auraient pu être d'un ordre de grandeur supérieur. Mais cela n'a pas été le cas. Et comme cela n'a pas été le cas, Tokai reste une note de bas de page. Un incident de niveau 3 sur l'échelle INES qui a entraîné des réformes, mais pas de transformation. Un événement grave qui a changé les procédures, mais pas la culture. Un avertissement qui a été entendu, mais pas pris en compte. Jusqu'à JCE, jusqu'à Fukushima, jusqu'à la prochaine catastrophe qui prouvera à nouveau la même leçon, que la technologie nucléaire exige la perfection dans un monde imparfait, que les systèmes humains échoueront, et que le prix de ces échecs est payé par des personnes qui n'ont jamais pris les décisions qui les ont causées. Alors, comment classer Tokai, un incident maîtrisé qui a montré que le système pouvait se rétablir, ou un avertissement qui a révélé des failles systémiques prêtes à causer la prochaine catastrophe? Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. Peut-être que la classification n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que le 11 mars 1997, un incendie s'est déclaré dans un fût de déchets radioactifs. Et chaque décision prise après ce moment était un choix. Suivre les protocoles ou les ignorer. Dire la vérité ou la dissimuler. Tirer les leçons de l'échec ou le répéter. La défaillance technique était inévitable. Les systèmes complexes tombent en panne. Les défaillances humaines ne l'étaient là pas. Et c'est ce qui fait de Tokai non seulement une histoire de catastrophe, mais aussi un avertissement qui résonne encore aujourd'hui. Car quelque part, en ce moment même, un autre opérateur fait un petit compromis. Un autre responsable privilégie le calendrier plutôt que la sécurité. Un autre régulateur accepte une explication qui ne tient pas tout à fait la route. Une autre entreprise est en train de calculer si la transparence ou le secret sert mieux ses intérêts. Et le prochain Tokai est sur le point de se produire. Si cette histoire vous a fait changer d'avis sur la sécurité nucléaire ou sur la façon dont les catastrophes se produisent à la suite de petites décisions plutôt que d'échecs catastrophiques uniques, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez et ce qui vous a le plus marqué. Et assurez-vous d'être abonné, car comprendre comment ces catastrophes se produisent est la première étape pour empêcher la prochaine. Merci d'avoir regardé.